Abonnez-vous massivement. Nyonso obolandaka déjà masolo na peuple. Conseil non plus de nous s'abonner. Il y a mon quand des filles s'abonner na tout tonton mo s'abonner pour na masolo na fête. Il faut savoir le vendre à l'intérieur, mais également à l'international. Parce que la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre le plan va se faire à deux niveaux, au niveau interne et également au niveau international. Donc il faut qu'à tout moment, quand vous parlez du plan, vous mentionnez le nom du plan, que les gens sachent de quoi il s'agit. Et je peux vous dire que cet objectif est pratiquement atteint. À la minute que j'ai annoncé le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'ai été contacté par plusieurs institutions qui voulaient en savoir plus. J'étais invité à l'Université de Columbia, à New York. Ils voulaient connaître le plan Marshall pour la RDC, ça inclut quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? J'étais invité dans plusieurs universités américaines. Mais j'étais aussi invité par le journal international qu'on appelle Time Magazine. Vous connaissez le Time Magazine? Il m'a dit, écrivez-nous le résumé de votre plan, nous allons voir si on peut publier. J'ai écrit ça et j'ai envoyé à 17h. À 20h, quelqu'un m'appelle, on dit, on ne va pas les trancher. Si vous allez sur Google, l'été Noël Tchani, c'est en anglais. How to reform the Democratic Republic of the Congo. Vous allez voir cet article dans Time Magazine. On dit, voilà, cette personne-là veut transformer la RDC. Et l'article a été lu en moins de 3 jours. On m'a dit pas 50 millions de gens. J'ai dit, mais comme les Congolais on lit ça, ils m'ont dit non. C'est parce que Time est lu par les Japonais, les Chinois et tout le monde. Donc les autres, là, ils sont lus, ils connaissent de quoi il s'agit quand on parle donc du plan Marshall pour la RDC. Les autres magazines ont suivi. Jeune Afrique, Le Soir, La Libre Belgique, Le Monde, et ainsi de suite. Donc, le nom plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est un plan marketing. Le titre, ça va la RDC. Bien sûr que le mot plan Marshall est devenu un terme générique qui signifie un plan de reconstruction d'un pays. Donc, ça que j'ouvre la bouche dès qu'on dit plan Marshall, si j'avais, dès le départ, donné le nom de plan Tchani, vous savez ce que les gens ont commencé par nos compatriotes. Vous allez dire, mais pour qui lui, là, il sait pas. Il vient de gagner, puis il vient de dire aujourd'hui, là, il plan pour reconstruire la RDC, il a fait même ça à la Tchani. Ça allait créer donc juste une réaction que nous ne souhaitons pas donc avoir. Alors, pour couper la poire en deux, il y a un journaliste congolais, à qui je voudrais rendre hommage d'ailleurs, Bienvenu Bakoumania. Il a été nommé tout récemment en charge de ACP, Agence Congolaise de Presse. Bienvenu Bakoumania, reconstruction et développement de la RDC. C'est ça le titre que nous avons retenu. Donc ça résout la préoccupation que vous avez, la congolisation, quand on voit Noël Tchani, on sait que c'est bien de père de mère. Alors maintenant, il s'agit de plans de construction. Donc c'est ça. Mais si vous souhaitez qu'on aille encore davantage au-delà de cette situation. Alors, on peut expliquer d'où viendraient les 1000 milliards de dollars. Vous savez, quand j'avais commencé à faire des chiffres, quand je disais 1000 milliards, tout le monde me disait milliards. Et j'avais adopté la structure suivante. Je me dis, les bailleurs de fonds actuellement donnent à la RDC en moyenne par an environ 3 milliards de dollars. J'ai dit, on va garder ça. Les bailleurs de fonds, on ne va pas les chasser du Congo, on va continuer à travailler avec eux. Ce qu'ils nous donnent là, on accepte 3 milliards de dollars. Vous avez suivi M. Macron, il est arrivé, il a annoncé 100 millions d'euros à donner à la RDC. Donc les bailleurs de fonds peuvent continuer à travailler avec nous, nous donner les billets là qu'ils peuvent nous donner. Mais à la fin de la journée, nous ne devons pas tellement compter là-dessus pour notre temps. Maintenant, à part ça,
investisseurs directs étrangers. J'aimerais bien savoir combien d'investisseurs directs étrangers nous avons attirés par an. En moyenne, je pense que ce pays peut attirer environ 5 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Si on fait 5 milliards de dollars sur 15 ans, on a littéralement 75 milliards de dollars. Maintenant, plus les 3 milliards là qui viennent chaque année, qui viennent des bailleurs de fonds, sur 15 ans, nous avons 3 multipliés par 15, ça fait 45 milliards. Donc, on passe 75 plus 45 milliards, nous avons 120 milliards de sources extérieures. Maintenant, parce que nous avons besoin de 1000 milliards de dollars. 120 milliards, de 1000 milliards moins 120 milliards, il reste 880 milliards de dollars. Les 880 milliards de dollars, comme vous avez suivi, chaque année, la RDC fait combien? 10 à 15 milliards de dollars. 15 milliards de financement. Si on prend 15 milliards de dollars chaque année, multiplié par 15, 15 multiplié par 15, ça fait combien? Le chiffre, vous allez calculer. Je ne vais pas sortir un chiffre qui n'est pas vrai. Alors, cette portion-là viendrait déjà si on arrive à améliorer la gouvernance pour récupérer cet argent pour que ça ne puisse pas aller dans les poches de privé. Mais maintenant, vous avez suivi la négociation entre les Congolais et les Chinois dans le cadre du contrat chinois. L'INDEC a ressorti des chiffres qui vont au-delà de ce que je pensais. Nous avons créé la société Sicomine où nous n'avons que 39%, alors qu'on a laissé aux Chinois 68%. En leur donnant des minéraux qui valaient combien? À peu près 99 milliards de dollars. 99 milliards. Moi, je parle de milliards. Donc, nous pouvons organiser la gestion des ressources naturelles de la RDC de façon à mettre sur le marché une portion de nos ressources naturelles, mobiliser les 1000 milliards de dollars et financer le développement. Tant que nous utilisons cet argent-là correctement et que ça ne part pas dans les poches de notre pays, ce serait un bon investissement pour notre pays. Parce que si on mobilise les 1000 milliards en mettant en gage certaines de nos ressources naturelles et en construisant des infrastructures, comme je vous ai montré tout à l'heure là, les routes, les autoroutes, les chemins de fer, et en lançant la construction de 244 villes modernes, je pense que ce serait une bonne utilisation des ressources financières qui proviendraient du fait qu'on a gagé les ressources naturelles pour mobiliser ces financements. Donc, c'est tout à fait possible. Maintenant, le rôle de la diaspora. Avec Jules, c'est chez Mohamed Ali, non? Non, ça. Mohamed Ali, c'est Kentucky. Exact. À Ohio, oui, je vois. Exact. Oui, donc, le rôle de la diaspora. Oui, je vous ai dit tout à l'heure là que nous avons 15 millions de Congolais dans la diaspora. Ils sont répartis à travers le monde. En Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Asie et au Congo. Et je voudrais vous dire une chose qui a une particularité avec la diaspora. Si la diaspora comme la mienne, qui était partie pour étudier, ils ont étudié, ils ont appris, ils ont acquis des connaissances pointues dans des domaines de leur spécialité. Ces gens-là, ils sont très bons pour le développement de la RDC. Je veux que nous puissions trouver une symbiose, une chimie qui permet de mélanger les Congolais de la diaspora avec les Congolais nationaux. Parce que les nationaux qui connaissent les réalités. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ils me disent, toi tu ne comprends pas ça. Ils disent qu'ils connaissent bien que nous. Ils me disent même qu'il faut être corrompu pendant quelques temps pour accepter les tropicaliser. Et je leur dis non. Et de l'autre côté, les autres, ils ont vu comment les choses se passent ailleurs. Donc si nous mettons ensemble cette combinaison-là, je pense que nous pouvons produire une main-d'œuvre qualifiée qui peut être utilisée pour le développement de notre pays. C'est un avantage donc de notre pays. Maintenant, que faire avec ceux qui sont pour créer de lobby dans les pays où ils sont allés? Je peux dire que, vous voyez les pays comme les Sénégalais, les Maliens et consorts, ils ont créé des structures d'accueil dans les pays où la diaspora s'en va. Quand ils arrivent, ils trouvent leurs frères là-bas qui les aident à pouvoir intégrer la société, apprendre à connaître là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Le Congo peut s'organiser aussi pour avoir ce modèle-là en place, et c'est pour ça que je parle de la réforme de la diplomatie. La diplomatie congolaise ne doit pas simplement être là-bas conduire des grosses voitures, faire de l'EPA de représentation consort. On doit préparer l'accueil des Congolais qui viennent de l'extérieur pour qu'ils puissent s'insérer dans la société en leur disant voici où il faut aller,
pas aller, voici comment vous pouvez apprendre la langue pour vous insérer dans la société, et ainsi de suite. Donc, je vois que tout cela va avec l'organisation générale du pays. Si on s'organise correctement, je pense que nous pouvons rendre de bons services à notre population, celle qui est à l'intérieur, celle qui va dans la diaspora, pour que celle qui va dans la diaspora soit beaucoup plus utile au pays à travers des mécanismes tels que l'envoi de l'argent, des également la collecte contre-expertise qui peut être utilisée pour le développement national. Alors, Alain a mentionné la question est-ce que j'ai vu les autorités du Premier ministre pour présenter ce plan? D'abord, j'ai tellement parlé du plan Marshall et je me dis que s'il y a un intellectuel dans ce pays qui n'a pas encore pris ça, qui n'a pas encore entendu parler de ça, c'est que ce n'est pas un intellectuel. Donc je suis sûr que le Premier ministre est au courant de ça. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État au début de ce mandat. Et il connaissait le plan parce que je parlais tout le temps avec son père, qui avait même béni ce plan Marshall. Il m'avait dit que c'était un plan extraordinaire que nous allons mettre à l'œuvre une fois qu'on arrive au pouvoir. J'ai toujours la photo de Dieu Tshisekedi avec moi, avec le livre de plan Marshall. Je vais d'ailleurs publier ça sur Twitter ce soir pour vous rappeler ça. Alors, maintenant, quand le président Félix Tshisekedi est devenu président de la République, je suis allé le voir. Et je lui dis, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite plein succès. Et voici les 5 volumes du plan Marshall que j'ai construit. Il y a un plan pour le développement des infrastructures, le plan pour la réforme de la monnaie, la réforme de la banque centrale, la réforme du secteur financier. Tout cela, j'ai vu les 5 volumes, je vais donner, je lui dis, bonne chance. Si vous pouvez mettre ça en œuvre, nous allons tous applaudir. Si vous estimez que vous avez besoin d'assistance pour mettre ça en œuvre, on est disponible. Et j'ai vu que tout récemment, ils ont sorti une idée qu'on appelle le programme de développement de 145 territoires. Si vous suivez très bien, il y a un parallélisme entre le programme 145 territoires et le programme 244 de ville et village moderne. Sauf que le programme 244 de ville et village moderne est grandiose. Le programme de 145 territoires, on pense construire un hôpital ici, un centre de santé là-bas, une route ici de suite là-bas. Je pense que c'est un programme de 145 territoires, c'est une urgence pour barrer au plus pressé. Mais la véritable vision de développement sur laquelle nous pouvons travailler, moi je pense sur le programme 244 de ville et village moderne. Donc, j'estime qu'il y a un peu d'idées que les autorités qui sont sensibilisées à ce plan utilisent déjà. Et s'ils ont choisi de le faire tout seuls, moi je ne peux qu'applaudir. S'ils réussissent, je serai encore le plus heureux de la planète. Maintenant, en ce qui concerne Mme Élise de la prospérité, Madame Élise, je voudrais d'abord dire que je suis très content que vous soyez ici. Vous êtes l'un des rares médias que j'ai découvert. Vous faites votre travail comme il s'est fait. Vous ne demandez pas nécessairement d'être payé avant de faire quoi que ce soit. Je voulais dire merci à Marcel Boy, fondateur de la prospérité, pour ce travail-là. Et aucune université de la RDC dans le top 200. Est-ce un problème de moyens, de vision, de technicité, de ceci, de cela? Ma réponse, c'est que le point de départ, le pays a manqué de vision. Le pays a manqué de vision en considérant que le secteur de l'éducation est un secteur subsidiaire. On a clochardisé les professeurs. On n'a pas investi dans les infrastructures. On n'a pas investi dans les bibliothèques, dans les... Et par conséquent, il y a eu même une théorie qui était développée très avancée ici, qui commence à disparaître maintenant. Vous vous rappelez la théorie des chances et le Copamba? On a pensé qu'on peut devenir tout ce qu'on peut sans avoir été à l'université. Par conséquent, on a négligé ce secteur. Il y a, je pense, c'est Nelson Mandela qui disait que si vous voulez tuer une population, il faut tuer son système éducatif. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas admissible aujourd'hui que, pour vous donner l'idée que notre pays continue à ne pas avoir cette vision-là pour relancer l'éducation comme étant le moteur du développement du pays. Il y a des négociations entre les enseignants, les professeurs et le gouvernement. On a appelé ça les accords de vie. C'est ça, non? Les accords de vie. Et puis ces accords-là, année après année, on répète la même chose. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse payer? Nous avons un budget qui est passé de 4 milliards à 16 milliards. Qu'on puisse payer les enseignants comme ils se doivent. Parce que c'est un domaine très important. Et j'ai vu arriver dans d'autres universités
l'éducation et santé, c'est la priorité des priorités. La réforme de la retraite. Ces droits-là continuent à allonger l'espérance de vie à distance, permettre à quelqu'un de vivre longtemps et d'être utile au pays. Et tout cela ne peut se faire que si nous arrivons à valoriser l'enseignement. Malheureusement, pour l'instant, je vois qu'il y a beaucoup de discours. Il y a quelques efforts qui sont faits, mais on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière qu'il faut pour qu'on considère que les investissements dans le secteur de l'éducation vont porter les fruits que nous souhaitons. J'ai salué le début de ce qu'on appelle la gratuité d'enseignement. J'ai suivi tout à l'heure là le chef de l'État quand il parlait avec Macron. Il y a quelque chose qui m'a alerté parce qu'il a dit que les programmes d'enseignement, la gratuité d'enseignement, de l'universalité des soins de santé et d'autres programmes souffrent aujourd'hui du fait que les ressources qu'on devait y mettre ont été détournées pour aller faire la guerre à l'Est. J'espère qu'on n'a pas tout abandonné. Pourquoi? Parce que si on abandonne l'enseignement, l'éducation, la santé, je crois que c'est une façon de détruire notre pays dans l'auteur. Il y a une question, toujours de Mme Médise, quand est-ce que ce plan entrera en vigueur? Je dois vous dire que je ne peux pas mettre